Dans la blockchain, on dit que ce qui fait la loi, c'est le code. Lorsque Internet a été une révolution dans le partage de l'information, la blockchain, elle est une révolution dans le partage de la valeur. Pour la monnaie, quand je te la transfère, je ne l'ai plus, cette crypto. Elle est vraiment arrivée à destination. Alors que l'argent, finalement, la banque, elle peut te transférer 1 euro, mais elle peut écrire autant d'euros qu'elle veut. Il faut être très prudent par rapport à ce marché, parce que tout le monde peut créer une crypto en 15 minutes, une demi-heure, tu peux créer ta crypto. Maintenant, si on doit en faire une analyse d'un point de vue de la finance islamique, on va regarder quel est le projet qu'il y a derrière cette crypto. Quel est le service? Il y a malheureusement beaucoup trop de dérives, beaucoup trop d'arnaques. Et puis, l'homme, étant ce qu'il est, l'appât du gain. Voilà, la cupidité, l'appât du gain. Et finalement, moi, c'est ce que je déplore un peu dans ce système, c'est qu'avec le temps, on disait il faut que ça soit décentralisé, mais finalement, on revient tout doucement à de la centralisation, sauf que c'est plus les mêmes personnes. Le sujet central, la licéité des cryptos actifs aux monnaies. Donc, les gens demandent est-ce qu'elles sont halal ou haram? On peut avoir, par exemple, des crypto-monnaies qui, a priori, sont dans des services ou des secteurs d'activité qui sont tout à fait licites. Mais quand on détient cette crypto, quand bien même elle est licite, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il se lève le matin, il ouvre son téléphone, il a 1, 2, 3 vidéos qui lui disent voilà la crypto du jour. Le nouveau projet révolution. J'ai mis 100 euros dedans, maintenant j'avais fait 1000 euros, etc. etc. Bon, ok. En fait, ça trompe les gens. Voilà. Il y a une dimension trompeuse. Très souvent, on dit qu'il y a plus de 90% des cryptos qui sont des scams. Tout le monde peut créer sa crypto et revendiquer être the number one of the market. Et les grands savants de la finance islamique sont devenus vraiment des références mondiales. Et donc ceux-là, ils disent on se calme. Alors que ceux qui disent oui, on peut y aller, sont des gens un peu moins connus, peut-être un peu plus jeunes aussi. Aujourd'hui, les savants qui disent que c'est permis sont de plus en plus nombreux. Et j'ai envie de dire finalement, c'est que ce soit la crypto ou même d'autres en bourse par exemple, investir en bourse, c'est pareil. On n'y va pas parce que tout le monde y va ou parce que j'ai regardé une vidéo qui dit on peut investir aujourd'hui dans le secteur des télécoms ou dans le secteur de l'énergie, alors je vais mettre tout mon argent dedans. Donc un savant, quand il dit non, ou c'est pas permis, il a regardé, il a fait la même analyse qu'un autre. Mais il n'arrive pas aux mêmes conclusions parce qu'il est plus sensible à la préservation des biens de la communauté, alors que l'autre, il va dire finalement chacun est responsable. À un moment donné, ça va revenir comme Internet. Sur Internet, au début, tout le monde disait attention, il y a n'importe quoi qui circule dessus, etc., etc. Ce qui était vrai. Aujourd'hui, c'est adopté par tous et on sait qu'il y a des choses bien et des choses qui ne sont pas bien. Et voilà, donc c'est la même chose d'un point de vue de la technologie blockchain. Assalamu alaikum et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast dédié à la finance islamique. Aujourd'hui, on aborde un sujet important et d'actualité, les crypto-monnaies et leur compatibilité avec les principes de la finance islamique. Quelles sont ces crypto-monnaies ? Sont-elles halal ou haram? Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Boubker Agir, un acteur incontournable de la finance islamique en France. Directeur au sein du groupe IFAS, il est à la charge de plusieurs projets à l'international. En parallèle, Boubker partage son expertise en finance islamique dans les universités et écoles de commerce en France. Il est également chef de projet dans des projets blockchain. Avec son expérience unique qui combine expertise académique et terrain, Boubker Agir est l'invité idéal pour parler de ce sujet. Assalamu alaikum Boubker, comment vas-tu? Alaikum salam wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est barakallahu fik pour ton invitation. Wafik barakallah. Donc comment est cette petite introduction? Est-ce que tu vas ajouter un petit truc? Non, c'est très bien. Voilà, au sein du cabinet IFAS, cabinet international, qui accompagne le développement de la finance islamique dans plusieurs pays. Et effectivement, j'ai l'honneur et le plaisir de travailler en particulier dans les pays francophones. Donc ça nous permet d'avoir une vision un peu large de ce qui se passe en termes d'évolution du secteur de la finance islamique dans différentes régions du monde. Et alhamdulillah, pour la finance islamique, on a besoin de plus de gens comme ça qui développent parce que c'est encore un secteur qui a besoin de beaucoup de développement du coup. On va dire c'est un jeune secteur, même si maintenant ça fait entre 40 et 50 ans quand même. Ouais, ça commence à... Dans l'histoire de la finance conventionnelle, c'est quand même relativement... Ouais, ça reste un petit enfant qui grandit vite. Qui grandit tout doucement, tout à fait. Donc sans plus perdre de temps, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est les crypto-monnaies et comment ça marche ?
Alors, les crypto-monnaies, comment ça marche? C'est beaucoup de choses, beaucoup de questions, ça. Une question large, en vrai. C'est une question très, très large. Les crypto-monnaies, en fait, il y a deux choses. Il y a deux mots, en fait, dans crypto et monnaie. Il y a crypto qui veut dire quelque chose de sécurisé, cryptographique. Ça vient de la technologie informatique sécurisée. Et monnaie, là où il faut le mettre en réalité entre guillemets. Parce qu'en fait, ça donne, les crypto-monnaies vont donner naissance à ce qu'on va plutôt considérer comme des actifs financiers qui vont être définis d'une certaine manière en fonction de l'endroit où l'on est, dans quel pays on est. Par exemple, en Europe, les crypto-monnaies sont considérées comme des crypto-actifs. Donc, c'est des actifs au sens financier du terme dans lesquels on peut investir avec toute la, comment dirais-je, tout ce qui accompagne un investissement, à savoir notamment le risque. Et donc en Europe, on considère que ce sont des crypto-actifs risqués qui représentent un service, qui peuvent représenter un produit, qui peuvent représenter dans certains cas aussi, par exemple, un titre financier. Donc voilà, il y a plusieurs typologies de crypto-actifs. Et en fonction du cryptoactif dont il est question, on va savoir exactement de quoi on parle. Par exemple, il y a ce qui ressemble à ce qu'on appelle des coins. Donc c'est pour ça qu'on assimile cela à de la monnaie. Dans certaines régions du monde, ça commence à ressembler à un petit peu à de la monnaie. Donc certaines conditions commencent à être respectées de la monnaie. Alors voilà, dans la définition conventionnelle de la monnaie ou dans la définition islamique de la monnaie? Un petit peu les deux, finalement. Un petit peu les deux, même si on n'a pas tous les attributs de la monnaie encore dans les cryptos. Et encore une fois, ça dépend lesquels. Parce qu'il y a plusieurs choses derrière derrière les cryptos. Elles ont des caractéristiques différentes. Elles peuvent avoir des caractéristiques complètement différentes, exactement. Et donc, il faut regarder au cas par cas. Et à partir de là, on va savoir exactement dans quelle case on rentre d'un point de vue réglementaire. Et à partir de là, on va pouvoir également déterminer les règles dont on va parler d'un point de vue de la finance islamique. Super. Donc les crypto-monnaies, les coins, etc. reposent sur une technologie qu'on appelle la blockchain. C'est une espèce de base de données constituée de blocs qui sont liés entre elles. Et comme tu as dit, avec des méthodes cryptographiques, elles sont sécurisées. Donc peux-tu nous en dire un peu plus sur la blockchain et comment elles sont liées aux crypto-monnaies? Ok. Alors la blockchain, c'est une technologie d'abord. Technologie qui, lorsqu'elle a commencé, apportait quelque chose d'assez révolutionnaire dans le sens où elle permet de faire du transfert de valeur sans avoir besoin d'un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers la technologie blockchain, je peux avoir quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être un bien, ça peut être un logiciel, ça peut être de l'argent, ça peut être... Bref, quelque chose qui a de la valeur, que je vais te transférer à toi, qui est à l'autre bout du monde ou qui est dans le même pays que moi, sans que l'on ait besoin d'un tiers de confiance. Par exemple, aujourd'hui, quand je veux vendre une maison, j'ai besoin d'un notaire. C'est lui le tiers de confiance. Quand je veux te faire un virement de mon compte à ton compte, on a besoin d'un tiers de confiance, qui est ma banque et ta banque. Institutions financières ou banques. Les institutions financières qui vérifient qui tu es, qui je suis, d'où vient l'argent, etc., etc. Grâce à la technologie blockchain, en fait, le tiers de confiance, il est remplacé par un ensemble d'intervenants sur le réseau blockchain. Et ces intervenants, finalement, derrière cela, ce sont des ordinateurs qui sont par milliers, voire centaines de milliers, sur lesquels vont circuler les informations. En réalité, ce sont les transactions. Et cette circulation sur ce grand réseau permet de sécuriser la transaction, de vérifier qui a émis, qui va recevoir. Alors quand on dit qui, c'est-à-dire c'est un ensemble de clés et de codes finalement informatiques qui appartiennent à des individus. Sur la blockchain, on ne sait pas forcément qui est derrière la clé. Mais moi j'ai une clé, toi tu as une clé, et grâce à ces clés, on va pouvoir communiquer tous les deux. Et ces clés vont transporter une transaction sur un réseau, un ensemble d'ordinateurs qui sont répartis à travers le monde, qui vont vérifier la transaction, la valider. Et donc en fait, la transaction, elle est constituée en blocs. Elle est ensuite validée par 1, 2, 3, 10, 100 nœuds, qui sont des ordinateurs, qui constituent un registre.
et qui permettent donc de sécuriser la transaction. Et en fait, finalement, c'est les ordinateurs qui remplacent les institutions comme tiers de confiance. Et la blockchain, on dit qu'elle est sécurisée. C'est-à-dire que quand je t'envoie une information ou quand je t'envoie de la valeur, elle va arriver à destination sans aucun problème. Maintenant, sécurisé, ça ne veut pas dire que à l'entrée de la blockchain, si j'ai fraudé, si j'ai mis une fausse information, ça ne veut pas dire que la blockchain va corriger cette information. Si à l'entrée, je mets une fausse information, elle reste fausse dans le réseau. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre sécurité, parce qu'à l'entrée, si c'est faux, et sécurisation de la transaction pour qu'elle arrive... Ça vient après l'entrée, la sécurisation. Une fois qu'on est dedans, si l'information elle est bonne, elle arrive bonne à destination. Si l'information elle est fausse, elle arrive fausse à destination. Et donc, s'il y a une fausse information, même si c'est une transaction frauduleuse, ou si c'est une transaction dans laquelle il y a une erreur, qui ne part pas d'une intention frauduleuse, l'erreur, elle va rester dans le registre. Donc, il va falloir corriger l'erreur à l'entrée pour venir envoyer une nouvelle transaction. Okay. Et donc, en quelque sorte, la blockchain, elle est révolutionnaire dans le sens où, par exemple, lorsque Internet a été une révolution dans le partage de l'information, la blockchain, elle est une révolution dans le partage de la valeur. Quand je t'envoie quelque chose, cette chose ne m'appartient plus. Elle est vraiment partie de chez moi pour arriver à destination. Donc sur les réseaux, il y a tout un système, quand on parlera peut-être un petit peu plus tard, notamment du transfert d'argent ou du transfert de crypto, la blockchain permet d'éviter ce qu'on appelle la double dépense. C'est-à-dire si j'ai un bitcoin que je t'envoie, ce bitcoin, je ne l'ai plus. Il a disparu de ma poche, de mon portefeuille, pour arriver à toi. Alors que quand on fait un transfert d'argent, finalement, ce ne sont que des écritures sur les comptes. L'argent, il peut toujours apparaître. La banque, si elle veut, elle peut toujours le faire apparaître sur mon compte. Elle envoie sur ton compte. Donc, elle est plus dépendante aussi des personnes qui sont derrière ces ordinateurs, tandis que la blockchain, c'est plus automatisé aussi. Alors, tout est automatisé. Ouais. Tout est automatisé. Et le plus important à retenir ici, c'est vraiment cette notion de partage de valeur et de transfert de valeur. C'est pas du partage, c'est du transfert de valeur. Ouais, transfert. Très souvent, on utilise un exemple qui est très simple, où on dit, aujourd'hui avec Internet, si je t'envoie un mail avec un fichier joint, finalement, je ne t'ai envoyé que la copie du fichier. C'est vrai. Parce que le fichier reste toujours sur mon disque. Avec la blockchain, quand je vais t'envoyer un fichier, je ne l'ai plus sur mon ordinateur. Tu n'y as plus accès du tout. Donc, je t'ai vraiment transféré le fichier au sens je ne l'ai plus. Donc, c'est dans le même sens que pour la monnaie. Quand je te la transfère, je ne l'ai plus, cette crypto. Elle est vraiment arrivée à destination. Alors que l'argent, finalement, la banque, elle peut te transférer 1 euro, mais elle peut écrire autant d'euros qu'elle veut sur ses livres. À elle. Voilà. Juste sur un point, tu as dit qu'à l'entrée, ça peut être frauduleux, la transaction frauduleuse, et qu'elle se corrige après. Est-ce que c'est aussi automatique ou c'est parce que c'est un registre public? Non, elle ne se corrige pas. Non. Si c'est une information frauduleuse... Elle la rejette? Non, elle reste frauduleuse dans le système. Okay. Par contre, si je me rends compte qu'il y a eu une fraude ou qu'il y a eu une erreur, je dois renvoyer une transaction correcte. Okay. D'accord ? Et c'est cette transaction correcte ensuite qui va venir, pour faire simple, elle va écraser l'ancienne. Mais l'ancienne, en réalité, elle reste toujours dans le système en étant reconnue comme étant... Comment on peut corriger cette fraude ? En faisant une nouvelle transaction, tout simplement. En faisant une nouvelle transaction. Ça marche. Voilà. Et du coup, ces crypto-monnaies et sa technologie sous-jacente, la blockchain, elle attire beaucoup de monde, ça fait beaucoup de bruit, notamment dans la communauté musulmane. Et pourquoi ? Alors, en fait, ça fait beaucoup de bruit, pas que dans la communauté musulmane, ça fait beaucoup de bruit depuis une dizaine d'années, voire un petit peu plus, à travers le monde. Parce qu'encore une fois, la technologie apporte une véritable révolution à plusieurs égards. Notamment le fait que la blockchain, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander la permission pour rentrer. Donc, comme on dit, la blockchain, elle est permissionless. Et donc, tous ceux qui ont une capacité ou un savoir-faire en termes de codage, en termes de développement informatique, qui en maîtrisent un petit peu les tenants et les aboutissants et les langages,
sur la blockchain, ils peuvent inventer une multitude de choses, une multitude de services, une multitude de produits technologiques et une multitude finalement de biens et d'informations. Et donc à partir de là, forcément, derrière chaque individu, enfin sur la tête de chaque individu, il y a un cerveau. Si ce cerveau est mis à disposition d'un projet sur la blockchain, il peut voir le jour. Voilà, donc par exemple les cryptos, aujourd'hui tout le monde peut créer sa crypto. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut être très prudent par rapport à ce marché, parce que tout le monde peut créer une crypto en 15 minutes, une demi-heure, tu peux créer ta crypto. Après, elle circule. La seule chose qui va faire la différence d'une crypto à l'autre, ça va être sa capacité à communiquer. Tu crées un compte Twitter, tu écris ce qu'on appelle un white paper, donc un petit document PDF dans lequel tu expliques ton projet, et tu communiques. Et là, si tu as des gens qui adhèrent à ton projet, qui adoptent ton projet, ça y est, tu deviens un acteur du monde des cryptos dans la blockchain. Mais lui, il peut décider de comment sera la crypto, quelles caractéristiques elle possède, etc. Tout à fait. Alors après, on va regarder, maintenant si on doit en faire une analyse d'un point de vue de la finance islamique, on va regarder quel est le projet qu'il y a derrière cette crypto. Quel est le service, quel est le produit. Le but aussi, l'objectif. Voilà, quel est l'objectif. Et tout ça, généralement, c'est décrit et détaillé dans ce que l'on appelle le white paper, qui est un peu, si tu veux, le document... le prospectus ou le document descriptif. Prospectus, c'est un terme technique financier, mais tu peux dire c'est la notice d'information ou la note d'information qui décrit le projet, la technologie, le protocole, et quand c'est plutôt bien fait, on sait aussi qui est derrière. Okay. Donc par exemple, le Bitcoin, ça a été mis sur le marché, si on peut dire ça comme ça, avec son white paper. Et donc aussi la blockchain, je pense qu'elle a été créée avec sa première crypto qui est le Bitcoin. C'est plutôt l'inverse. C'est d'abord la blockchain qui était là depuis très longtemps. En réalité, la technologie est là depuis. Okay. La blockchain, elle a quelque chose de particulier, c'est la sécurité, la cryptographie. Ça, c'est un truc qui a plusieurs décennies en réalité. Le Bitcoin est l'un des usages de la blockchain et qui est devenu grand public. Alors pour le coup, tout à l'heure on parlait quand le white paper il décrit notamment qui sont les gens derrière le projet. Pour le coup, Bitcoin, on ne sait pas qui est derrière. Satoshi Nakamoto. C'est un nom, c'est un pseudo. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes derrière. Alors voilà, tous les 6 mois, quelqu'un se revendique comme étant le Satoshi Nakamoto. Tous les 6 mois, on a des journalistes qui disent c'est bon, on a trouvé qui est derrière Satoshi Nakamoto. Donc voilà, on sait pas. Je pense qu'on ne saura peut-être jamais. On ne sait pas si c'est une personne, un groupe de personnes, on ne sait pas si c'est une entité, on ne sait pas si c'est... Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de théories. Certains disent même qu'il est mort parce qu'il a créé le Bitcoin. Et les premiers Bitcoins n'ont pas bougé, en fait, depuis le lancement de la... Quel était l'objectif de sa création ? Donner plus de pouvoir aux gens, que ce soit moins centralisé ? Exactement. Il y avait tout un phénomène, tout un mouvement. Certainement que tu as dû en entendre parler, les cyberpunk, qui étaient une espèce de, pour faire simple, des antisystèmes. Des antisystèmes financiers, anti-centralisation. Des gens qui ne veulent pas que le pouvoir soit concentré entre les mains des mêmes individus. Donc quand on dit pouvoir, on parle de pouvoir à la fois politique, pouvoir financier, pouvoir de décision. Finalement, donc certains disent grâce à la technologie aujourd'hui, on doit pouvoir outrepasser justement ce pouvoir qui est centralisé et qui est détenu entre les mains d'une infime partie de la population. Et donc la technologie vient dire ok, vous là-bas, les hommes qui avaient jusqu'à présent le pouvoir, maintenant on va vous enlever ce pouvoir-là et on va le décentraliser. Et c'est la technologie maintenant qui va gérer tout ça. Ils ont réussi leur mission. Ils ont réussi leur mission, mais maintenant le pouvoir central, il laisse pas faire. Oui. Le pouvoir central, il veut garder la main sur le dispositif, sur les décisions majeures qui régissent une société, et la finance en fait partie. Et donc dans la blockchain, on dit que ce qui fait la loi, c'est le code. The code is law, L-A-W. Dans le sens où finalement, à partir du moment où je sais coder, je peux contourner finalement toutes les décisions et tous les pouvoirs. Après, les politiques se sont mobilisés
pour éviter de perdre un maximum de pouvoir. Raison pour laquelle, par exemple en Europe, maintenant, les cryptos font l'objet d'une réglementation. Elles font l'objet d'un regard très attentif des autorités. Et quelque part, c'est pas plus mal. Parce que... Beaucoup trop de dérives. Exactement. Il y a malheureusement beaucoup trop de dérives, beaucoup trop d'arnaques. Et puis, l'homme, étant ce qu'il est... l'appât du gain. Et... Voilà, la cupidité, l'appât du gain. Et finalement, moi, c'est ce que je déplore un peu dans ce système, c'est que au départ, l'idée de la décentralisation était, on peut dire qu'elle était bonne et saine. Finalement, rendre au peuple le pouvoir. Voilà, ce qui doit lui appartenir, les décisions qui le concernent. Mmh. Sauf que finalement, au fil de l'eau, tout le monde veut devenir son propre... comment dire, son propre son propre chef, mais le chef d'une partie de technologie ou d'un projet. Voilà, d'une partie de ce contre quoi il luttait. Tu vois, avec le temps, on disait il faut que ça soit décentralisé, mais finalement, on revient tout doucement à de la centralisation, sauf que c'est plus les mêmes personnes. Et ceux qui veulent maintenant s'accaparer la centralisation, on parle de grosses institutions, pendant quelques temps, elles n'étaient pas régulées. Parfois, on savait qui était derrière, parfois, on ne savait pas qui était derrière. Alors, ils arrivaient à avoir la confiance des premières personnes qui ont adopté leur technologie, ce qui fait qu'elles ont grandi. Et puis, à un moment donné, quand elles sont devenues trop grandes, type Binance, type d'autres, crypto.com, le régulateur a dit oh, calme-toi, viens voir ici, on s'assoit autour de la table, sinon je te ferme tout. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Binance, ils ont subi un gros coup de réglementation, je pense. Oui, et pas que Binance, mais tous les acteurs. Au fil des années, le régulateur, les autorités ont dit c'est bien beau, maintenant vous êtes très gros. Ils ont interdit Binance aux États-Unis, ou je me trompe? Alors, il y a eu une tentative d'interdiction. Ouais. Je ne sais pas si c'est totalement ça devenait interdit, trop gros et ils ne pouvaient pas mettre leurs règles à eux à Binance, donc ils sont tout simplement interdits. Oui, alors après, Binance, comme c'est un chinois, aussi, il y a toute une comment dire, une politique entre les États-Unis et une guerre de pouvoir, de leadership, donc qui fait que on peut tout à fait comprendre que quand on veut garder le leadership, on va interdire. D'ailleurs, c'est comme ça que ça commence. Hein. Ouais. D'abord, on dit attention, c'est des fous, ils sont dangereux, attention à l'arnaque, voilà. Puis après, jusqu'à ce que ça devienne l'évidence, tout le monde adopte la technologie. Donc, c'est comme Super. Un peu Internet à la fin des années 90 en France. Les Français disaient que l'avenir, c'est les Minitel. Je sais même pas si toi t'as connu ce que c'est que le Minitel, tu vois. Est-ce que c'est le truc au clip qui se fait comme ça? C'est un espèce de petit ordinateur qui faisait 20 sur 20, qui était en noir et blanc, qui était très long, qui était connecté à la ligne téléphonique. Et les gens disaient que c'était ça l'avenir. En France, je parle. Donc c'était vraiment un truc... aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est. Toi, même moi, je sais pas ce que c'est. Donc la blockchain et tous ces cas d'usage, notamment les crypto-monnaies, sont déjà devenus quelque chose d'assez évident. Ouais, ok. Super, merci beaucoup pour ces explications très claires. Définition, je pense que là, on a une idée très claire de ce qu'est la blockchain, les crypto-actifs et les autres sujets par rapport à ça. Donc, je pense qu'on peut aborder maintenant le sujet central, la licéité des crypto-actifs aux monnaies. Donc, les gens demandent est-ce qu'elles sont halal ou haram, même si c'est un peu... trop brute comme question. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Effectivement, c'est pas que c'est une question trop brute, c'est que c'est une question à laquelle on peut pas répondre. Comme ça, parce que chaque projet, chaque crypto doit faire l'objet d'une analyse et d'une lecture spécifique. Donc, est-ce que la technologie crypto, elle est halal? J'ai envie de dire, la technologie, elle reste neutre. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle permet de faire? Comment elle permet de le faire, d'une part. Et d'autre part aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous-mêmes, une fois qu'on en a fait l'acquisition. Parce qu'on peut avoir, par exemple, des crypto-monnaies qui, a priori, sont dans des services ou des secteurs d'activité qui sont tout à fait licites, qui ne sont pas dans le service financier, qui génèrent de l'intérêt ou de l'épargne, ou dans les jeux de hasard, ou dans le gaming. Des fois, il y a des trucs pas très propres, etc. Mais quand on détient cette crypto,
quand bien même elle est licite, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on spécule avec? Est-ce que nous-mêmes, on l'utilise sur d'autres plateformes dans lesquelles on peut la prêter, on peut générer du revenu en la prêtant, etc., etc., Ouais. etc. Donc, tout dépend d'abord de la crypto en elle-même, de la technologie, du service, aussi de qui est derrière, parce que, donc encore une fois, on en revient au white paper, on en revient aux fondateurs et à la promesse qu'ils font à travers ce service-là. Et d'autre part, une fois qu'on détient son utilisation, exactement. Parce qu'on peut très bien tomber, là aussi, sur des choses qui sont illicites. On pense notamment à la spéculation excessive. Et malheureusement, c'est très souvent cette porte-là qui attire finalement comment dirais-je, le monsieur tout le monde qui s'intéresse aux cryptos. Il se lève le matin, il ouvre son téléphone, il a 1, 2, 3 vidéos qui lui disent voilà la crypto du jour, le nouveau projet, révolution, j'ai mis 100 € dedans, maintenant j'avais fait 1000 €, etc., etc. Bon, ok. En fait, ça trompe les gens. Voilà, il y a une dimension trompeuse et malheureusement, alors j'ai pas les statistiques, mais très souvent on dit qu'il y a plus de 90% des cryptos qui sont des scams, c'est-à-dire des arnaques. Donc voilà, il faut être très prudent. Et des cryptos, il en pousse tous les jours. Et encore une fois, comme je le disais en introduction, tout le monde peut créer sa crypto et revendiquer être the number one of the market. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes qui font un suivi et de la technologie et de la crypto. Il y a certaines cryptos qui sont là depuis quelques temps. On ne va pas donner de nom pour pas être en mode attends, vous pouvez investir là ou là. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais voilà, il y a suffisamment de plateformes avec le top 10, top 20 ou voilà, top 100 des cryptos. Il faut regarder quand est-ce qu'elles ont été créées, à quoi elles servent. Les plus crédibles. Voilà, qui est derrière. Et puis il y a même aujourd'hui des acteurs du monde de la finance islamique qui font un listing des cryptos permises, non permises, ou certaines qui sont dans une zone grise. On ne sait pas encore trop. Est-ce qu'on est confortable ou pas par rapport à la crypto? Donc voilà. Bon, en français, il n'y a pas beaucoup de sites ou d'acteurs. Vous allez trouver ça plutôt en anglais, dans les pays anglophones. Ouais, c'est plutôt en anglais. Et voilà, il y a quelques savants qui se sont penchés sur le sujet et qui font des listings assez détaillés de chacune des cryptos et disent à quoi elle sert. Et aussi quand on appelle ça le mode de gouvernance est-ce qu'elles sont basées sur du minage ou sur un autre type de protocole. Et voilà, à partir de là, on sait plus ou moins d'un point de vue licite ou illicite. Donc pas de règle générale où on peut dire les cryptos sont halal ou haram, c'est du cas par cas. On doit étudier chaque projet en lui-même et voir ce qu'il y a derrière, les différentes caractéristiques. Exactement. Mais quelles seraient les conditions pour qu'une crypto soit plus conforme, ou quelles seraient les conditions qui montrent que il faut éviter de s'en approcher? J'ai envie de dire, regardez le service qu'elle propose, à quoi elle sert. Première chose, à quoi elle sert. Il y a beaucoup de cryptos qui sont utilisés uniquement à des fins d'utilisation sur des plateformes de prêt. Il y a des cryptos qui sont utilisés à des fins de placement. Très souvent, quand c'est pour placer, c'est parce qu'on prête de l'autre côté. Il faut regarder encore une fois le service proposé dans le détail et du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. J'ai envie de dire que les conditions, c'est cas par cas. Cas par cas. Voilà, cas par cas. Ok. Est-ce qu'il y a des standards qui existent ou des fatwas qui ont été créés pour les cryptos, qui nous expliquent un peu et dont les gens pourraient se renseigner et regarder sur ces potentiels standards? Oui, encore là, on va retrouver la même chose. Ceux qui ne s'opposent pas à la licéité des cryptos, enfin qui les rendent permises, ils disent ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les cryptos, c'est une technologie, etc., etc. Donc c'est plutôt neutre, mais il faut regarder à quoi elle sert et aussi qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a une autre lecture de savants un peu plus prudents, plus conservateurs, parce que leur préoccupation, c'est de préserver el-mal el-muslimin, c'est-à-dire les biens de la communauté. Parce qu'ils savent encore
que la réalité. aujourd'hui, voilà, les gens ils vont là-dessus pour spéculer, pour jouer. Et par contre, les spécialistes, les gens qui savent ce qu'ils font, restent encore très prudents. Non, ils sont limités. Les gens qui savent, qui mettent les pieds dans le monde de la crypto avec une approche avertie, une approche d'études approfondies, c'est pas la masse des gens. Donc c'est pour ça que les savants qui disent attention, les fatwas des savants qui disent que les cryptos ne sont pas permises, en réalité ils disent attention, c'est encore trop tôt, soyez prudents, attendez que les autorités réglementent, etc., pour que on puisse plus tard de nouveau analyser la situation et dire si oui on peut ou sinon on peut pas. Donc là, en l'état des choses, il y a encore beaucoup trop de risques, de facteurs qui sont pas très Sharia compliant, disons. Donc, mais il peut y avoir une évolution positive des cryptos. Oui, de toute façon, ça évolue. Hein. Aujourd'hui, les savants qui disent que c'est permis sont de plus en plus nombreux. Mais on va effectivement plutôt les voir dans le monde occidental. Ok. Voilà. Parce que dans ce monde-là, les choses se régulent, elles s'organisent et les autorités évoluent aussi sur le sujet. Alors qu'ailleurs, peut-être ça évolue moins vite. Et donc les savants restent un peu plus prudents sur le sujet. Et puis après, encore une fois, à chaque fois, de quelle crypto parle-t-on ? Ouais, c'est ça, du cas par cas. Ça revient au cas par cas. Certains savants qui disent que le Bitcoin, oui, d'autres qui vont dire non parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Est-ce qu'il y a des cryptos qui font l'unanimité ? Par exemple, des cryptos halal qui ont été créés spécifiquement ? Non, il y aura toujours les deux opinions. Deux opinions. Typiquement, Bitcoin. Est-ce qu'il y a un avis majoritaire plus que l'autre ? J'ai pas quantifié, je peux pas te dire, mais je dirais plutôt les personnalités les plus connues du monde des théologiens dans le monde de la finance islamique, pour l'instant, sont prudents. Voilà, les voix les plus connues, pour l'instant, ils penchent plus vers la prudence. Alors que ceux qui disent oui, on peut y aller, sont des gens un peu moins connus, peut-être un peu plus jeunes aussi. On va pas dire que les anciens ne vivent pas avec leur temps, c'est juste que les autres sont... Mais je pense que c'est bien que les deux avis existent, parce que si tout le monde dit oui, on sait très bien que l'homme étant ce qu'il est, il peut y avoir des dégâts, mais qu'il y ait les deux opinions, finalement ça équilibre un peu. Quand bien même parfois tu as envie d'y aller, tu te dis non mais attends, ok, il y a ceux qui disent ok, mais il faut regarder en détail, et puis il y a les autres qui disent non, parce qu'il y a un risque. Donc ça permet... Quand tu vas avec une approche intelligente, finalement, d'écouter les deux opinions, ça rééquilibre. Parce qu'on a, comme je le disais, c'est ouvert à tous. Quand tu veux ouvrir un wallet, on te demande pas, t'as pas besoin de présenter une carte d'identité, ça peut se faire en quelques instants. Voilà, c'est vraiment très rapide et accessible à tous. Même un enfant de 8 ans peut ouvrir un portefeuille crypto. Donc, à partir de là, la prudence, elle est de mise parce qu'il y a un risque de donc après, je pense que ça relève un peu de la responsabilité de chacun de regarder les deux avis. Tout à fait. Et de, sans suivre ses passions, regarder l'avis le plus juste pour lui. C'est ça. Et donc, exactement. Mais la divergence, c'est aussi une bonne chose dans certaines choses comme ce sujet-là. C'est ça, bon. Il y en a qui disent que la divergence est plutôt une diversité. Et il y en a qui d'autres, non, ils vont dire attention, la divergence, voilà, tout dépend encore une fois sous quel... Après là, du coup, c'est un sujet qui rentre dans l'ambiguïté. On sait aussi que quand une chose est ambiguë, il est préférable de prendre ses prudences, de peut-être sans... non, c'est pas vraiment de l'ambiguïté, parce que au contraire, les choses sont claires. Ok. On sait que c'est de la technologie, on sait comment analyser une crypto. Ce qu'on maîtrise moins, c'est comment monsieur tout le monde va se comporter avec ça. D'accord ? Il faut vraiment regarder les choses plutôt sous... Toi, tu es un technicien, donc si je te donne une crypto, tu vas savoir comment la regarder, l'éplucher. Tu connais les règles de la finance islamique, tu connais ceci, cela. Mais Ammat al-Nas, c'est-à-dire les monsieur tout le monde, genre de la masse n'a pas cette connaissance technique. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est que ce soit la crypto ou même d'autres en bourse, par exemple, investir en bourse, c'est pareil. On n'y va pas parce que tout le monde y va ou parce que j'ai regardé une vidéo qui dit on peut investir aujourd'hui dans le secteur des télécoms ou dans le secteur de l'énergie, alors je vais mettre tout mon argent dedans. Tu vois ? Sauf que la bourse, ça existe depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, il y a des standards. Voilà. Donc les choses vont arriver avec le temps. Mais les techniciens savent de quoi ils parlent. Donc un savant, quand il dit non, ou c'est pas permis, il a regardé, il a fait la même analyse qu'un autre. Mais il n'arrive pas aux mêmes conclusions parce qu'il est plus sensible à la préservation
des biens de la communauté, alors que l'autre, il va dire, finalement, chacun est responsable. Tu vois, donc voilà. Et puis chacun, en fonction de son aura, il va être aussi plus ou moins prudent. Un savant qui n'est pas très connu, ou qui est connu à l'échelle de une micro-échelle, il peut se permettre de dire, allez, on y va, on fonce. Mais quelqu'un qui a un aura international, et il va être plutôt prudent, parce que justement, il sait que sa voix, elle peut avoir un impact. Voilà. Et quelqu'un qui écoute un savant, qui est basé, le savant, il peut être basé n'importe où, mais un Anglais qui écoute ce savant, un Français qui écoute ce savant, un Sénégalais qui écoute ce savant, ils sont pas dans le même environnement social, culturel, financier. Totalement, c'est vrai. Et les grands savants de la finance islamique sont devenus vraiment des références mondiales. Ouais. Et donc ceux-là, ils disent, on se calme. Cheikh Taqi Othmani, par exemple, qui est une immensité, il est très prudent. Mais il sait ce que c'est que la technologie, il sait ce que c'est que les cryptos, il sait ce que c'est que la finance, il sait ce que c'est que la spéculation, il sait ce que c'est qu'un exchange sur lequel on fait n'importe quoi, il sait comment on rentre dans la blockchain. Donc tout ça, il est au fait de tout ça. Et lui, pourtant, il dit, on y va doucement, pour l'instant, on n'est pas à l'aise avec tout ça, parce que derrière, il y a des risques. Alors qu'un autre savant qui est aux États-Unis, qui sait que ça va à 200 à l'heure, mais qui parle juste à son environnement, mais que des gens qui vivent dans le même environnement que lui, qui l'écoutent, il peut se permettre de dire c'est permis. Donc, encore une fois, c'est quand tu parles de fatwa, une fatwa, il faut toujours la recontextualiser aussi. Remettre dans les circonstances selon lesquelles elle va être analysée, et donc la recontextualiser, comme tu dis. Super. Donc, je me rappelle là maintenant d'une des conditions critiques de la part des savants qui disent que les cryptos ne peuvent pas être halal, en tout cas en l'état des choses, parce qu'ils ne sont pas backés par des banques centrales. Est-ce que ça rentre pas un peu en contradiction avec le principe même d'une crypto ou de la blockchain? Et du coup, comment ces savants raisonnent par rapport à ce sujet-là, à ce point-là? Tout est là en fait. Tout est là. C'est un vrai sujet d'un point de vue d'une monnaie. Si on parle des cryptos qui sont le plus proches de ce qu'on appelle une monnaie, d'un point de vue de la finance islamique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le legal tender, comment dirais-je, la sécurité réglementaire. Je mets entre guillemets cette traduction, parce que c'est ce qui va justement préserver les intérêts des parties. Mais la technologie dit ouais, mais nous on peut faire tout ça grâce à la technologie. On peut préserver les intérêts des parties sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Donc sans avoir besoin de l'État. Mais souvent, quand l'État est absent, derrière, c'est l'anarchie. Beaucoup de dérives aussi. Oui, l'anarchie, et voilà. Donc dérive. Maintenant, il faut laisser le temps à cette technologie de faire sa place. Et à un moment donné, ça va revenir comme Internet. Sur Internet, au début, tout le monde disait attention, il y a n'importe quoi qui circule dessus, etc., etc. Ce qui était vrai. Aujourd'hui, c'est adopté par tous et on sait qu'il y a des choses bien et des choses qui ne sont pas bien. Et voilà, donc c'est la même chose d'un point de vue de la technologie blockchain. Encore une fois, la crypto n'est qu'un usage de la blockchain. Il faut vraiment regarder ça à travers les apports technologiques et non pas uniquement à travers le cas d'usage de la crypto. Il y a même des grands spécialistes de la blockchain, vraiment des grands experts qui n'ont rien à voir avec la finance islamique, qui disent si vous venez nous voir pour la technologie, asseyons-nous autour de la table et discutons. Si vous venez nous voir pour la spéculation, passez votre chemin. Donc, même en dehors de la sphère islamique, les plus grands experts de la techno disent venez, asseyons-nous sur la techno et voyons ce qu'on peut en faire. Tout en restant dans l'esprit même, c'est-à-dire celui de la décentralisation. Voilà. En revanche, si vous venez juste pour espérer faire des millions en 48 heures, ils leur disent, ceux-là même, qui, je ne vais pas dire les fondateurs, mais les premiers adopteurs de cette techno, qui sont devenus vraiment des références, disent si vous venez pour la spéculation, passez votre chemin. C'est pas le but finalement de la blockchain. C'est pas le but de cette technologie, exactement. Donc je pense également au minage qui permet de faire ces efforts cryptographiques et d'obtenir des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Est-ce que le concept de minage est autorisé? Est-ce que c'est lié aussi au cas par cas des cryptos? Le minage en tant que tel, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est juste une technique. Oui, c'est pas qu'une technique, c'est une capacité informatique. Donc, si tu as les moyens d'avoir
un ensemble d'ordinateurs qui sont capables de miner, c'est-à-dire d'aller très très vite pour résoudre des transactions sur certains réseaux, notamment celui du Bitcoin, et en conséquence tu es rémunéré, en soi, pourquoi on appelle ça le minage en fait? C'est comme si tu mines pour avoir de l'or ou des mines, hein, donc autre chose que de l'or, des pierres précieuses, et tu es récompensé pour ton effort. Ici, on parle d'un effort qui est celui de ta machine. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire cet effort, il faut avoir des machines puissantes. Ouais. Et aussi, ça représente un coût. Parce qu'un coût à la fois d'acheter ces machines, mais un coût pour, comment dirais-je, nourrir d'un point de vue électrique ces machines, en électricité, et également de les refroidir parce que ça chauffe. C'est pour ça que les plus grands centres de minage sont, a priori, plutôt basés en Chine, parce que là-bas, ça coûte pas cher, l'électricité. Et les matériaux aussi c'est là-bas que tout est fabriqué. Donc voilà, c'est pour ça que les plus grands serveurs de minage il faut faire une balance entre les coûts que ça engendre et les profits potentiels. C'est ça. Mais le concept de minage en lui-même, c'est comme la blockchain, au final, ça peut pas être interdit ou haram en tant que tel. Tout à fait. Après, ça dépend quoi, encore une fois. Si c'est sur une crypto qui elle-même... considérée haram. Voilà, dont le service est de faire du prêt-intérêt, dont l'usage est par essence illicite, oui, je ne vais pas miner... voilà, c'est encore une fois, c'est pareil si tu me dis est-ce que je peux fabriquer du raisin ou avoir un champ de raisin, pas de problème, toi tu fais du raisin. Mais si dès le départ dans ton business c'est faire du vin, là le problème il est sur ce qui ressort du raisin qui est problématique. Super. Il y a d'autres utilisations de la blockchain. On parle souvent de NFT, non-fungible token, et les smart contracts. Donc NFT, ça rejoint un peu la tokenisation. On peut faire ça sur n'importe quel actif au final. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actifs financiers. Donc le concept d'NFT, est-ce que c'est autorisé? Quelles sont les règles aussi à respecter par rapport à NFT? C'est pareil. On revient toujours, on parle de NFT, c'est un token non fongible. Et token, qu'est-ce que c'est? Token, ce n'est rien d'autre que la représentation digitale de quelque chose. Donc au départ, on faisait des NFT sur des cartes de joueurs de foot ou de sport. Voilà. Donc on disait que cette carte, elle devient unique. Donc non fongible, c'est-à-dire qu'elle est irremplaçable. Donc elle est unique en son genre et les gens achetaient cette carte. Mais ils n'achetaient qu'un support technologique, encore une fois. Qui certifiait cette propriété. Voilà, qui te donnait la propriété sur ce programme informatique finalement. Parce que la carte physique, tu ne la détiens pas. Tu détiens que la représentation digitale de cette carte. Ça représente un droit? C'est ça. Une espèce de droit qui est digitalisé. Et puis après, tout doucement, on est passé de quelque chose qui est complètement irremplaçable à finalement, il y a des NFT qui existent en quelques exemplaires. Voilà. Donc après, encore une fois, la technologie, la vérité du lundi n'est pas la même le vendredi. La technologie, c'est sans cesse en évolution. Et donc là aussi, donc à partir des NFT, ça peut représenter plein de choses. On a vu des NFT sur des immeubles parisiens. En réalité, le propriétaire du NFT, il ne détenait pas la pierre directement. Il détenait qu'une représentation digitale d'un bien immobilier. Donc un espèce de droit digital sur un actif immobilier. D'accord, voilà. Sur ces biens immobiliers, on voit de plus en plus de projets qui se développent, des entreprises qui se spécialisent dans les NFT et dans les actifs immobiliers. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils détiennent un actif immobilier et ils le divisent, cet actif, sa valeur, en plusieurs milliers de NFT qu'on peut acheter, détenir. Ce concept-là, il est en principe autorisé. Oui, encore une fois, la technologie, elle permet, par exemple, de rendre divisible ce qui, dans la vie réelle, ne l'est pas. D'accord ? Donc là aussi, grâce à la blockchain et à la tokenisation, eh bien, je peux avoir des milliers, voire des millions de propriétaires d'un actif parce que je l'ai découpé au lieu de le découper en 100 unités, je l'ai découpé en 100 millions d'unités. Et donc, moi, je peux acheter 0,5%. Tu vois ? Donc, c'est juste ça qui fait que, grâce encore à la technologie, on peut justement créer la promesse de la blockchain ou de la tokenisation, c'est de rendre divisible ce qui, aujourd'hui, dans la vie réelle, n'est pas divisible. Et donc, ça donne accès à plein de gens. Par exemple, imaginons un actif immobilier dont la valeur d'une part est 10 000 euros.
il n'y a que celui qui a les moyens d'avoir 10 000 euros pour investir, pour avoir une part. Maintenant, cette part, je la divise en 100 000 parts. Eh bien, celui qui a 10 000 divisé par 100 000, il aura la possibilité d'accéder à un petit bout de ce bien immobilier. Donc, là aussi, ça rend le bien plus liquide et ça lui donne la possibilité. Pas forcément plus liquide, peut-être plus accessible, parce que quand on dit plus liquide, c'est aussi la possibilité de vendre après cette part-là. Les NFT sont revendables quand même après. Oui, il y a des plateformes qui permettent effectivement, il y a tout un marché du NFT, un marché secondaire du NFT. C'est pareil que ce soit NFT ou pas d'ailleurs. On parle de tokens au sens large du terme. Tu as parlé de cartes au début des NFT, mais on a vu beaucoup de projets un peu qui n'ont pas de sens, des monkeys, etc., qui se vendent des singes. Et ça, c'est de la pure spéculation quand on regarde un peu derrière. Ça serait pas licite en termes de finance islamique. Encore une fois, ça dépend de quoi on parle, qui représente la carte. Si c'est un idole. Disons que ça représente rien du tout, juste une image de singe qu'on vendrait à un prix plus ou moins élevé et qu'on revendrait à un prix, ça dépend, plus élevé ou moins élevé. Tout dépend, encore une fois. Moi, je peux te vendre une carte je peux te vendre une photo qui représente peu importe. Si toi et moi, on est d'accord et que tu l'achètes et que je te la vende en version token ou en version vie réelle, finalement, c'est juste un singe, comme tu dis. Ouais. Mais si c'est autre chose qu'un singe, je sais pas moi, une femme nue ou des choses comme ça, encore une fois, là, tout dépend du contenu. Ça marche. Voilà. Encore une fois, on regarde toujours le contenu et pas le contenant. Ça marche. D'accord. Donc, une autre utilisation de la blockchain, c'est avec les smart contracts. C'est des programmes informatiques qui permettent d'exécuter des ordres si des conditions préétablies sont remplies. Quel est leur statut en finance islamique ? Bon, là aussi, encore une fois, on parle de code informatique, comme tu les as parfaitement définis. Un smart contract, c'est pas un contrat intelligent au sens littéraire ou littéral du terme. C'est plutôt un code qui va qui va exécuter des tâches. Si, alors. Voilà. Donc, si tu as l'argent, alors je te livre la marchandise. C'est aussi simple que ça. Si tu as accepté de payer en plusieurs fois, je vais vérifier ceci, cela, alors je vais te livrer la marchandise. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, tout ceci sur la blockchain, donc sur un réseau distribué qui va exécuter l'opération. Si tu es un fraudeur et que je t'ai identifié comme étant un fraudeur, eh bien, je peux annuler la transaction. Tu vois, typiquement, là, la technologie, elle permet aussi d'annuler une transaction si on a identifié pendant la transaction qu'il y avait un fraudeur. Alors que parfois, quand tu t'es fait arnaquer par un fraudeur, c'est trop tard. Tu as pris ton argent. Et là, on peut annuler, dans certains cas, le code peut éviter ce genre de problème. Enfin, le smart contract peut éviter ce genre de problème. Encore une fois, je ne peux pas exécuter un smart contract qui va contenir pas des conditions, mais dont le résultat va aboutir à quelque chose de pas conforme. Par exemple, je te vends un téléphone en paiement en plusieurs fois, on accepte, je ne peux pas exécuter dans mon contrat que si tu ne me payes pas à date convenue, alors je vais calculer des pénalités de retard, etc., etc. Typiquement, le genre de ligne que je ne pourrais pas avoir dans mon smart contract. Okay. Dans le smart contract, on peut aussi intégrer des choses qui vont identifier quelle est la marchandise vendue. Donc, si c'est non conforme, hop, exit directement. Voilà. La technologie permet là d'optimiser des transactions et d'intégrer dedans les règles de conformité au principe de la finance islamique. Super. Donc, un des piliers de l'islam, c'est payer la zakat. Est-ce que si quelqu'un détient des cryptos qu'il considère et dont il suit l'avis et qui dit que c'est autorisé, est-ce qu'il doit payer la zakat sur ses cryptos ? Tout à fait. Il va rajouter ses actifs à la totalité des actifs qu'il détient. Et au moment où il va faire le calcul, il va regarder s'il intègre, il va intégrer ce que représentent les cryptos dans ses liquidités. Après, là aussi, il y a des cas de figure différents. S'il y a des cryptos qui sont stakés, c'est-à-dire qui sont en quelque sorte mis à disposition comme s'ils étaient loués, dans certains cas, on va dire que c'est pas le montant de la crypto qui
qui est rajouté dans la zakat, mais c'est que le revenu généré par le staking. Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est staké et où c'est staké. Et puis, s'il y a des cryptos qui sont pas halal, elles ne rentrent pas dans le calcul de la zakat. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut, parce qu'il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui ont déjà investi dans des cryptos sans savoir ou sans se poser des questions. C'est un peu comme si voilà, tu as de l'intérêt sur des comptes épargne. Eh bien, le montant investi le montant déposé sur le compte, il est zakatable, mais les intérêts générés par, par ce compte ne sont pas zakatables. Encore une fois, c'est la même analyse qu'il va falloir faire au cas par cas des cryptos qu'on détient pour savoir au moment du calcul, est-ce qu'on intègre ou on exclut. Super. Donc, je pense au waqf, donc les projets charitables qu'on peut créer. Donc, rapidement, si tu peux nous dire ce qu'est un waqf et si on peut créer des cryptos avec cet objectif-là de financer des waqf. Alors, un waqf, c'est la possibilité pour une personne d'immobiliser une partie de son patrimoine dans une œuvre charitable ou dans une œuvre à vocation sociale, dont les revenus, cette œuvre va générer des revenus, sauf que ces revenus n'auront pas être reversés à ceux qui ont constitué le waqf. L'objectif du waqf, c'est que les revenus restent perpétuellement dans le waqf. Waqf, ça veut dire immobiliser. Donc j'immobilise mon argent dans un bien, par exemple, plus souvent c'est de l'immobilier, et le revenu de loyer, par exemple, si le bien est mis en location, reste perpétuellement dans le projet. Et moi, j'ai en récompense, dans l'au-delà, voilà, mon retour sur investissement, il n'est pas pécuniaire, il n'est pas ici-bas, mais il est dans l'au-delà. Bien sûr, on peut reproduire sur le plan technologique ce dispositif. Et là, c'est vraiment... le champ des possibles est très, très vaste. Et on peut travailler là-dessus. Et puis, il y a pas mal d'initiatives, notamment que j'ai vues dans les pays d'Asie du Sud, où il y a des waqf qui sont basés sur la blockchain et qui génèrent du revenu sur la plateforme en elle-même. Super. Par rapport aux grosses plateformes qui existent, telles que Binance, d'un point de vue éthique, qu'est-ce que tu recommanderais et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Là aussi, j'ai envie de dire, il vaut mieux être prudent, parce que sur Binance ou assimilé, il y a pas mal de services qui ne sont pas très conformes. Encore une fois, ils proposent de garder tes cryptos et qu'est-ce qu'ils en font ? Ils les prêtent, etc., etc. Mais la technologie en elle-même, elle est intéressante. Par exemple, il y a une blockchain Binance sur lesquelles il y a beaucoup de développement, notamment de crypto islamiques. Et en fait, la différence entre celle-là et d'autres, c'est le coût d'utilisation de la plateforme. Pour la crypto elle-même ou pour les concepteurs de la crypto. D'une part, d'un point de vue purement financier. Après, il y a qu'est-ce qui domine comme activité sur cette plateforme. Donc, est-ce qu'on soutient ou on ne soutient pas ? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de plateformes aujourd'hui qui se développent. Alors, je ne vais pas donner de nom encore une fois, mais c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de plateformes qui se développent dans lesquelles il n'y a que des cryptos islamiques. Voilà, alors, c'est pas encore le Binance islamique, on n'y est pas encore, mais il y a des initiatives. C'est les prémices de plateformes similaires sur lesquelles on va retrouver que du service et des cryptos éthiques / conformes au principe de la finance islamique. Donc, encore une fois, ça c'est une question de temps, ça arrive et les choses sont en train d'évoluer avec le challenge aussi de la réglementation. Parce que la crypto aujourd'hui, elle se confronte aux régulateurs, aux autorités qui disent plus non, qui disent oui, parce qu'ils en maîtrisent davantage maintenant les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, on parle de crypto centralisé, crypto de banque centrale, on parle de beaucoup de choses. Et donc, le monde est en pleine mutation, j'ai envie de dire, le monde financier. Et pour conclure, comment tu vois l'avenir des cryptos, et notamment pour la communauté musulmane ? Est-ce que tu y vois des bénéfices ? Oui, c'est-à-dire que comme toute technologie, il ne faut pas rester en marge. Il faut se l'approprier, il faut en comprendre les tenants et les aboutissants technologiques et financiers. Et avec notre logiciel d'agent économique musulman, intégrer dedans toutes ces règles, finalement, qui sont des valeurs qui servent l'humanité. Et grâce à la technologie, on peut justement toucher des populations beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes, et tout en leur proposant des services
à la fois conforme à la finance islamique, mais porteuse de valeurs éthiques au sens large. Tout comme la finance islamique, elle est aujourd'hui adoptée et connue et comprise par des non-musulmans, ben, il faut continuer dans cet élan en s'appuyant sur la technologie. Et en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de notre cabinet, c'est d'accompagner des projets comme ça, avec dès le départ une dimension éthique universelle. Et après, c'est aux techniciens, j'ai envie de dire, aux développeurs, d'exprimer leur talent pour que les choses elles se fassent conformément à leur vision du monde. Inch'Allah, on espère cette évolution et qu'Allah vous facilite également pour ces efforts. Amin, barakallahu fik. Merci, Wafik Barakallah. Merci beaucoup, Boubacar, d'avoir premièrement accepté mon invitation, d'avoir donné de ton temps pour répondre à ces questions. Je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Donc, Barakallahu fik et Inch'Allah, à la prochaine. À très bientôt. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam.